Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième édition de l'eConf Challenge organisée par CIO Mag. Après avoir reçu il y a quelques jours Mme Fatimata Sanon Ouattara, ministre de l'économie numérique du Burkina Faso, la semaine dernière, nous avions reçu Mme Ndeye Tické Ndiaye Diop, ministre de l'économie numérique et des télécommunications du Sénégal, également porte-parole du gouvernement, en même temps que M. Lassina Koné, qui est le directeur général de Smart Africa, avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger sur un certain nombre de sujets concernant l'impact du digital sur le Covid ou vice-versa. Donc, cette semaine, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir des personnalités qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation. C'est M. Léon Juste Ibombo, qui est le ministre de l'économie numérique du Congo, Mme Kamisa Kamara, ministre de l'économie numérique et de la prospective du Mali, et M. Yassine Oualid, ministre délégué des startups, chargé des startups de l'Algérie. Donc, avec eux, nous allons, dans un premier temps, aborder les questions liées à l'impact du digital sur le coronavirus, comment on a pu assurer une continuité de service, comment on a pu solutionner un certain nombre de choses liées donc il y a des micros qui insistent. Et dans un premier temps, donc, nous aurons le plaisir d'accueillir ces personnalités, ces illustres personnalités pour nous parler donc, de ces sujets. Et en seconde partie, nous accueillerons un certain nombre d'intervenants qui sont également d'illustres personnalités dans le domaine de la formation, à commencer par M. Amadou Diawara, qui est le CEO de l'Université virtuelle du Mali, M. Moussalo, qui est le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, M. Alexis John Aïe, qui est directeur HEC Paris pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et M. Douglas Mbiandou, qui est le fondateur et président de 10 000 codeurs. Alors, l'objectif de ces rencontres, comme vous le savez, consiste à donner la parole à d'éminentes personnalités pour comprendre leur analyse de la crise sanitaire qui, avec le coronavirus, commence à impacter notre économie. Donc, cette crise a impacté le secteur du numérique. Comment le numérique s'est naturellement imposé comme étant une des ripostes, pas le seul, donc une des ripostes aux contraintes socio-économiques engendrées par le coronavirus. Donc, entre confinement, distanciation sociale, le numérique nous rapproche, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, c'est une des solutions qui s'est imposée comme étant une alternative. Donc, pour parler de ça, donc, j'aurai l'honneur de donner la parole à un certain nombre de personnalités parmi nous. Et je donnerai également la parole à la fin à Camille, qui est journaliste chez CIO Mag, pour recueillir un certain nombre de questions que vous aurez l'occasion de poser à l'écrit. Donc, nous aurons l'honneur de le relever donc, avec nos journalistes du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, qui sont présents parmi nous, et du Cameroun, qui pourront relayer et transmettre ces questions à Camille également de CIOMA, qui pourra nous les résumer vers la fin. Donc, pour commencer, je vais poser la première question à M. Ibombo, s'il est là. Est-ce que M. Ibombo est là? Non, il n'est pas encore là, mais il va rentrer incessamment. Il vient de me faire un message là. D'accord, très bien. Donc, on donne la parole donc, à Mme Kamisa Kamara, si elle est là. Madame la ministre. Madame Kamisa Kamara est là? Ah, apparemment, elle a du retard parce qu'il m'avait son chef de cabinet m'avait indiqué qu'elle allait prendre un peu de retard par rapport donc, au Conseil des ministres qui se tenait aujourd'hui, donc le temps qu'elle nous rejoigne. Je donne la parole sans tarder donc à M. Yassine Oualid. Elle est là, Madame Kamara, elle est là. Ah, elle est là, d'accord, très bien. Madame Kamara, si vous nous entendez? Madame Kamisa Kamara? Est-ce que vous nous entendez? Problème de micro.
peut-être un problème de micro, Madame Kamisa Kamara. Ben, en attendant de régler ce problème de micro avec Madame Kamisa Kamara, Monsieur Yassine Walid, ministre délégué chargé des startups en Algérie, est-ce que vous pouvez nous donner une première impression par rapport à cette crise sur les différentes stratégies mises en place par les pays, notamment en Algérie? Monsieur Yassine Walid, vous activez votre micro. Vous m'entendez? Bonjour à tous. C'est bon? Bonjour, monsieur le ministre. Allô? Je vois que Mme Kamisa Kamara s'active avec ce micro. Je pense que là, c'est bon? C'est bon, parfait. Ah, parfait. Madame la ministre, bonjour madame. Bonjour. Si vous permettez, donc je passe juste à la Oui, désolé d'avoir interrompu. Je vous donne la parole. Monsieur Yassine Walid, donc pour revenir à la question que je vous ai posée concernant les différentes stratégies qui ont été mises en place dans votre pays, en Algérie, pour riposter contre cette pandémie, comment l'analysez-vous aujourd'hui en termes de stratégie côté algérien? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je pense que selon les pays, les mesures employées pour maîtriser cette propagation étaient presque les mêmes. Confinement partiel pour certains, confinement total pour d'autres. L'Algérie a mis en place des mesures de confinement qui ont évolué au rythme de l'évolution de l'épidémie. Selon les régions et aussi selon l'évolution de la maladie. Une seule ville a été mise sous confinement total depuis le début, qui est la ville de Blida, qui était la plus sévèrement touchée. D'autres villes ont eu des stratégies de confinement partielles. J'aimerais peut-être souligner juste l'importance de la data dans la lutte contre le coronavirus. Comme vous le savez, l'Algérie est un grand pays, c'est le plus grand pays d'Afrique. Et depuis le début de la pandémie, nous avons fait en sorte qu'on puisse faire remonter suffisamment de data pour mieux analyser l'évolution de l'épidémie par région. Et cela a été possible grâce à la collaboration entre différents départements ministériels, notamment la santé et l'intérieur, et avec la coordination d'une cellule de crise qui a été mise en place au niveau du ministère. Très bien. On pourra rentrer tout à l'heure en détail dans les différentes stratégies liées donc, à l'innovation, donc le secteur que vous connaissez très bien en tant que ministre délégué chargé des startups en Algérie. Donc je sais qu'en Algérie, un certain nombre de startups ont proposé un certain nombre d'initiatives pour arriver à bout de cette pandémie. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus plus en détail après avoir passé la parole à Madame la ministre Kamisa Kamara. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Ravi de vous compter parmi nos invités pour cette troisième édition de l'e-conférence Challenge organisée par CIUMAG. Et donc l'idée, c'est de comprendre comment le digital a pu impacter la propagation du coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que le digital est une réponse contre la propagation du virus? Alors moi, je dirais que c'est même un peu plus simple que ça. C'est qu'au Mali, par exemple, ce n'est que maintenant, je dirais, que le digital prend beaucoup plus de place dans la manière dont nous travaillons. J'avais eu beaucoup de mal, par exemple, même au niveau de mes collègues ministres, à faire adopter certaines méthodes de travail, notamment les conseils de cabinet en ligne, le conseil des ministres en ligne. Mais nous nous retrouvons face à une situation, donc une crise sanitaire qui nous oblige quelque part à utiliser les ressources qui sont disponibles. Et les ressources digitales sont celles qui sont là pour résoudre beaucoup de ces problèmes-là. Donc, ça fait, je pense, 3 ou 4 semaines maintenant de suite que nous organisons le Conseil des ministres par visioconférence. Au niveau du ministère, nous faisons la promotion de ces startups qui offrent des solutions qui permettent aux Maliens de manière hebdomadaire de résoudre certains problèmes comme la livraison de nourriture à domicile, la livraison de courses pour éviter les attroupements. Et tout ça, c'est un ensemble de solutions qui existent déjà. Nous avons également fait appel à des innovateurs maliens
pour qu'ils se mettent à travailler sur des solutions qui permettraient aux Maliens justement de faire face à la pandémie. Et nous avons très récemment développé une application qui permet aux Maliens de connaître le nombre de personnes qui ont été atteintes du coronavirus de manière quotidienne, mais également qui leur donne la possibilité de se géolocaliser au cas où elles auraient des symptômes. Et cette application leur permet également de se mettre en relation avec des institutions de santé qui pourraient les prendre en charge si les symptômes étaient graves. Donc, tout ça pour dire que nous sommes face à une situation qui nous oblige presque à utiliser le numérique. Et c'est aussi à nous, en tant qu'acteurs du numérique, de prouver que le numérique peut permettre de résoudre plusieurs de ces problèmes, mais de pallier à certains défis créés par la crise sanitaire. Donc, je ne dirais pas que le numérique résout les problèmes, mais le numérique peut permettre de mitiger certains des défis auxquels nous faisons face. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur les détails par rapport à certaines solutions qui ont été mises en place par des startups maliennes pour répondre pour faire face à cette crise. Donc, je sais que les innovateurs maliens sont très poussifs là-dessus, donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, je vais peut-être, dans ce tour de table, donner la parole à M. Léon Juste Ibombo, qui nous a rejoint. Monsieur Ibombo, si vous pouvez activer votre micro pour prendre la parole et nous dire comment le Congo a pu faire face à cette crise sanitaire grâce au digital et des plans de riposte qui ont été mis en place. Monsieur Ibombo, il me semble qu'il n'a pas activé son micro. C'est que il faut trouver un moyen de... Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, merci beaucoup. Merci. Je voulais d'abord saluer l'initiative. C'est une très belle initiative. Justement, ça permet à ce que l'on puisse échanger et voir un peu ce qui se passe un peu dans d'autres pays. J'avais reçu, je dois le dire, un message de notre collègue de l'Afrique du Sud qui nous avait déjà interpellé pour qu'on essaie de voir en cette période de Covid-19 comment est-ce que le numérique peut-il apporter sa valeur ajoutée. Je dois dire que concernant le Congo, il y a d'abord une ambition politique, une ambition du chef de l'État, parce que dans son engagement présidentiel, il s'agit d'arrimer notre pays au développement de l'économie numérique. Voilà, le contrat social du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, c'est celui, entre autres, dans le point 5, l'arrimage du Congo au développement de l'économie numérique, mais très tôt, on a commencé à implémenter des infrastructures pour permettre justement d'avoir une connectivité large bande. Et à côté de cela, on a assuré ce qu'on appelle, on a mis en place un arsenal juridique pour protéger aussi bien notre cyberespace que la liberté de nos concitoyens. Et après, on a mis évidemment, avec le concours de tous les opérateurs qui interviennent dans l'écosystème, des process pour vulgariser les plateformes. Bon, en ce qui concerne le Covid-19, aujourd'hui, évidemment, le numérique joue un grand rôle. Dans le cas du gouvernement, nous avons décidé d'allouer ce qu'on appelle des allocations alimentaires aux populations les plus fragiles, et c'est à travers justement les plateformes de télécommunications, c'est-à-dire le mobile money. On a MTN Money, on a RTN Money, on a aussi au niveau de la poste, ce qu'on appelle poste mobile, qui va, pour tenir compte de ce qu'on appelle les barrières, les distanciations sociales, pour tenir compte de ces distanciations. Donc, on va justement allouer à près de 50 000 ménages, 50 000 francs CFA, ce qui équivaut à 75 € pour leur permettre de pouvoir tenir pendant cette période discipline. Cette période un peu d'incertitude, je voulais dire. Et je voulais ajouter que dans le cadre justement de la lutte contre le Covid-19, avec ma collègue de la santé, nous sommes en train de travailler pour l'implémentation des plateformes de e-santé pour que tous les districts sanitaires de notre pays soient interconnectés afin que nous puissions avoir une base
unique d'information qui fera que l'information soit relayée à travers le portail gouvernemental qui est gouvernement.cg. Donc, on va dire, le Covid-19 est venu renforcer le rôle du numérique dans nos sociétés. Mais pour le cas du Congo, le président de la République, très tôt, a compris que l'économie numérique était la nouvelle, on va dire, dimension du développement. Donc, il fallait, et les orientations précises et claires ont été données afin que le gouvernement puisse faire en sorte que nous puissions nous arrimer justement au développement de cette nouvelle industrie. Voilà ce que je peux dire d'emblée. Bien sûr, je vais échanger avec tous nos collègues. Je vois ma collègue du Mali, salutations, et mon collègue de l'Algérie. On a même eu à travailler à Alger pour voir comment on peut faire en sorte qu'on puisse démocratiser on va dire l'Internet. Parce que la question qui va se poser au niveau des outils numériques, c'est que est-ce que ces outils sont accessibles et accessibles à l'ensemble du public, à l'ensemble de nos concitoyens, de nos populations. Et nous devons regarder ensemble comment faire en sorte que, justement, que l'Internet soit accessible ici au Congo. Je peux encore dire que le gouvernement a pris à bras le corps le problème, puisque nous sommes en train aujourd'hui d'opérationnaliser le fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques, qui permettra à ce que même les populations qui sont au niveau de l'interlangue, ce qu'on appelle dans notre jargon les zones blanches, puissent pouvoir bénéficier des communications électroniques afin de pouvoir communiquer, échanger, mais aussi commercer. Mais bien sûr, je suis disposé à échanger l'expérience congolaise. Nous avons mis en place pour l'expérience congolaise 2 plateformes. On a une plateforme du ministère de la Santé qui est relayée à travers la plateforme du gouvernement pour donner en temps réel les informations sur le Covid-19, sur le nombre de personnes qui sont testées en Covid-19, sur le nombre des patients qui sont confinés, et le nombre de décès. Donc, il y a l'interopérabilité pour que, justement, la plupart de nos concitoyens soient au courant de ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Tout à fait. Et nous sommes très disposés à pouvoir partager. Et je dois dire que notre collègue de l'Afrique du Sud nous avait déjà interpellés pour qu'on puisse regarder comment est-ce qu'avec le Covid-19, faire en sorte que le numérique puisse jouer son rôle. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de télétravail. Et je peux donner une expérience congolaise aussi. Dans le cadre, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de décrochage au niveau de nos étudiants, de nos apprenants, on a travaillé avec un opérateur de la place et il y a une plateforme qui a été mise en place dans l'application Télénangaï qui permet à ce que les étudiants ou les apprenants qui se connectent à travers cette plateforme. Je pense qu'on a perdu M. Ibombo. Un problème de connexion, donc le temps de le retrouver. Je vais me retourner du côté de M. Yassine Walid. M. Ibombo a abordé une question importante que vous avez soulevée tout à l'heure concernant la collecte des données. C'est un volet très important. Et revenir également sur la vitesse de la propagation de cette pandémie. Est-ce que vous avez été pris au dépourvu pour justement apporter des solutions, une riposte liée au digital par rapport à cette pandémie? En fait, le passage du numérique et de façon accélérée a été l'une des plus importantes missions que s'était fixée notre gouvernement, et ce même avant le début de l'épidémie en Algérie. Et étant conscient que cela ne pourrait se faire qu'en faisant participer de manière active et de manière continue les jeunes startups et les différents acteurs du digital en Algérie, nous avions déjà entrepris différentes actions pour accélérer ce passage numérique. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début de l'épidémie en Algérie, nous avons assisté au niveau de notre ministère et au niveau d'autres ministères aussi à une avalanche d'initiatives. Il faut dire que c'était une véritable opportunité pour beaucoup de startups de montrer ce qu'elles valent et ce qu'elles savent faire. Donc, pour répondre à votre question, je pense que nous avons plutôt été
pris au dépourvu au regard de cette mobilisation. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons profiter de cette énergie juvénile hein, dont regorge donc notre pays et dont engage même le continent africain et qui nous a prouvé qu'en très peu de temps qu'elle pouvait faire des miracles. Très bien. Merci beaucoup pour ces éclairages, Monsieur Yassine Oualid, que je rappelle, ministre délégué chargé des startups en Algérie. Même question pour Madame Kamisa Kamara. Est-ce que l'écosystème malien a été pris au dépourvu par cette propagation, par la rapidité, la fulgurance de cette pandémie? Alors, je ne dirais pas que l'écosystème a été pris au dépourvu. Au niveau du ministère, nous avions déjà, lorsque nous avons pris fonction l'année dernière, lancé une dynamique qui permettait déjà aux différentes startups maliennes de nous montrer leur savoir-faire. Donc, elles étaient déjà dans une lancée. Et là, comme mon collègue de l'Algérie l'a mentionné plus tôt, c'était vraiment l'occasion pour elles de briller par leur savoir-faire et par leur anticipation. Donc, nous avons plusieurs inventions qui ont été mises au profit du gouvernement, mais également de la population à travers la société civile. Et toutes ces innovations ont été créées et développées par des startups maliennes. Certaines d'entre elles, nous n'avions jamais entendu parler auparavant, mais elles savent qu'elles ont un ministère de tutelle qui est là pour les accompagner et elles n'hésitent pas elles-mêmes à développer ces initiatives et à faire leur propre publicité, entre guillemets, si j'ose dire. Donc, nous sommes bien entourés. C'est vrai qu'il y a quand même des limites hein, dans ce qu'elles peuvent faire. Avec la crise, on a tendance aussi à regarder ce que fait le voisin. On regarde aussi ce que fait, par exemple, la France. Et là, je pense au système de tracking, par exemple. Comment faire face à la crise sanitaire pour faire un suivi des personnes qui ont été en contact avec des personnes qui ont été testées positives. Ça, c'est un des défis auxquels nous faisons face. Et on aimerait bien, par exemple, qu'une des start-upeuses maliennes ou notre agence de gestion des télécommunications puisse nous trouver une solution, même si cela a déjà été fait auparavant. Donc, on voit quand même qu'il y a des petites limites, mais il y a une volonté de faire. Et j'aimerais aussi souligner qu'il y a un après-Covid. Nous sommes effectivement dans une crise sanitaire qui a permis à ces startups et à ces différents innovateurs d'être au-devant de la scène et au numérique aussi de prendre la gloire un peu de cette crise. Mais il faudrait aussi que dans l'après-Covid, des habitudes soient prises pour permettre à ces solutions digitales d'être là, de continuer à exister et d'être exploitées au maximum et pourquoi pas améliorées. Il y a quelque chose qui fait débat aujourd'hui, c'est le tracking dont vous avez parlé tout à l'heure. En France et dans certains pays, les gens se posent des questions sur la liberté d'utilisation. Au Mali, ça ne pose pas débat, donc il n'y a pas eu… Non, parce qu'en fait, même en France, je pense que le débat, c'est un débat morné, puisqu'en fait, le caractère volontaire du tracking est mis en avant. Vos informations ne sont pas exploitées sans votre consentement. Pareil pour l'application que nous avons mis à la disposition des citoyens. Elle est gratuite, elle est volontaire. Qui veut la télécharge sur son téléphone, qui veut l'exploite, qui veut se géolocalise. Donc vraiment, le caractère volontaire de l'utilisation de ces différentes applications est à mettre en avant. Très bien. Même question à M. Yassine Oualid concernant ces outils de tracking mis en place par certains pays. En France, ça fait débat. Est-ce qu'en Algérie, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place? En fait, ça a été déjà mis en place. Donc, nous avons reçu, je peux vous dire, énormément d'initiatives qui vont dans ce sens pour traquer les sujets et les sujets contacts. Certaines ont été, en particulier, a été adoptée par le ministère de la Santé pour faire remonter la data au niveau de la cellule de crise et pouvoir un peu suivre ces personnes-là et les prendre en charge. Après, le but de l'application, c'est vraiment dans l'intérêt de la santé publique. Donc, et je pense que dans ce genre de situation, le citoyen fait confiance en fait
à donner ces informations, même personnelles, parce que je pense que ça relève un peu de la stratégie nationale de la gestion de la pandémie. Très bien. Je ne sais pas si M. Ibombo nous a rejoint. On l'avait perdu tout à l'heure pour pouvoir poursuivre avec lui sur les mesures qui ont été mises en place au Congo. M. Ibombo? Visiblement, il n'est pas encore là. Peut-être me retourner pour savoir, en termes d'innovation, donc il y a eu énormément d'innovations qui ont été mises sur place sur le marché. On a vu pas mal de jeunes proposer de façon spontanée des solutions, les unes les plus innovantes que les autres. S'il y a 2 ou 3 innovations qui vous ont le plus marqué dans cette configuration, quelles sont-ils, Madame Kamara? Quelles sont les innovations qui vous ont le plus marqué dans cette dans ces contributions qu'ont apporté les startups maliennes? Question difficile, parce que je pense que tout à leur niveau et dans leur domaine d'expertise, elles ont réussi à mettre à profit ce qu'elles avaient développé au fil du temps au service des populations maliennes. Mais une invention me vient à l'esprit, elle est peut-être toute bête, je dirais même. Vous savez, on a des espèces de seaux avec une sorte de robinet qui nous permet de nous laver les mains à l'entrée de certains bâtiments. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de dangers à cela, puisque plusieurs personnes peuvent toucher le même robinet, etc. Exactement. Donc, le contact même annule même la raison pour laquelle ce seau est mis en place. Et donc, nous avons une start-up malienne du nom de Donilab qui a inventé une sorte de robinet qui se déclenche au simple… dès que vous mettez vos mains sous le robinet se déclenche. C'est peut-être bateau, mais ça s'adapte à la situation. On veut éviter tous les contacts possibles. Donc ça, c'est une des inventions qui ne coûte pas cher, qui est abordable aux Maliens lambda et qui permet de résoudre ce problème de contact. Nous avons également une start-up dont je ne me souviens plus du nom, qui a inventé un robot qui désinfecte les locaux. Excellent. Voilà, donc le robot se promène et désinfecte avec une solution javelisée des locaux. Et donc, cette solution a été développée en moins de 48 heures. Excellent. Par des startups maliennes qu'on avait convoquées chez nous pour leur demander ce qu'elles pouvaient mettre à contribution pour les efforts du gouvernement. Ça rejoint l'expression de votre collègue du Burkina Faso qui disait que la pandémie est une coïncidence malheureuse qui fait que émerger des solutions adaptées à des… C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et ça permet encore une fois à toutes ces startups de nous montrer de quoi elles sont capables. Et j'imagine qu'après Covid, on aura peut-être plus naturellement, on fera naturellement appel à elles pas seulement lorsqu'on a des problèmes, mais lorsqu'on cherche des solutions ou à améliorer des situations quelconques. Très bien, très bien. Même question à M. Yassine Walid. J'ai vu pas mal de vos startups, des jeunes startups qui ont proposé sur le marché algérien et même la diaspora qui a proposé des choses vraiment innovantes que j'ai pu découvrir en me connectant avec certains amis algériens. Quelles sont les innovations? Il y a 2 ou 3 innovations qui vous ont le plus marqué. Quelles sont-elles? En fait, il y en a tellement que vraiment très difficile comme question. Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, on a été extrêmement proche de la communauté digitale et des startups depuis le début du coronavirus. On a assisté à différentes initiatives qui nous ont permis de voir donc différentes solutions pour lutter contre le coronavirus. Au niveau des incubateurs, je pourrais vous citer certains exemples. On a donc, par exemple, l'incubateur Capcowork qui a organisé un hackathon qu'ils ont appelé Corona Hackathon et qui nous a permis quand même de voir des solutions absolument incroyables dans l'intelligence artificielle, des solutions Big Data, etc. On a un autre incubateur du nom de IncubMe qui a réalisé pour le compte du ministère de la Santé une solution de géotracking des cas et des cas contacts, des personnes contacts.
Au niveau d'un autre incubateur public aussi, la MPT, on a une start-up qui s'appelle Itabib qui a lancé gratuitement une plateforme de téléconsultation, de télémédecine, sur laquelle des milliers de consultations ont été faites. Les startups ont occupé vraiment un rôle très, très important dans la lutte contre le coronavirus. Pour vraiment citer un dernier exemple, vous avez par exemple le confinement qui a posé un problème au niveau du transport du personnel soignant. Et pour cela, tous les VTC algériens se sont mobilisés pour justement transporter le personnel médical gratuitement, ce qui nous a vraiment, qui a vraiment permis d'aider en fait, que ce soit et le ministère de la Santé et le ministère du Transport. Ça, c'est vraiment quelques exemples, hein, mais je pense qu'il y en a tellement que c'est très difficile de choisir un exemple dépendant d'un autre. C'est vrai, c'est pas facile de les choisir. Il y en a tellement, donc les unes plus utiles que les autres. Je vois que M. Ibombo nous a rejoint. M. Ibombo, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, très bien. Donc, tout à l'heure, on avait évoqué des solutions liées au tracking des personnes et détenant des mobiles. Ça fait débat dans certains pays, dans d'autres pays comme l'Algérie l'a déjà adopté, le Mali l'a déjà adopté. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, si ce n'est pas le cas encore, au Congo? Bon, écoutez, au Congo, au niveau de… J'ai parlé tout le temps de la protection de notre cyberespace et Apparemment, le problème ne s'est pas résolu. nos concitoyens. Ouais. Caractère personnel, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? C'est bon, on vous entend là. Voilà, donc on a une loi qui protège les données à caractère personnel et on ne peut pas se lancer directement comme ça là, à mettre en place des plateformes pour traquer les populations dans leur intimité. Mais cette question fait débat et pas les moindres, hein, puisqu'en France aussi on voit qu'il y a un débat là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est-à-dire que nous avons organisé une réunion avec tous les partenaires qui interviennent dans l'écosystème. On a organisé la réunion avec les opérateurs, le régulateur, les incubateurs, pour voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, et l'administration, bien sûr l'État, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des plateformes qui permettent à ce que ce soit les informations, mais aussi faire en sorte qu'on puisse lutter de manière efficiente contre le coronavirus. La question du tracking se pose, elle se pose aussi en termes de libertés individuelles. Et nous sommes dans une société, on va dire, qui est dans sa mutation entre la modernité et la tradition. C'est-à-dire que c'est une société moderne à travers les nouveaux instruments que chacun de nous utilise, mais une société traditionnelle à travers le comportement, à travers ce qui est intrinsèque à chaque Africain. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un débat qui se pose? Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Le public demande à ce qu'on puisse montrer à la télévision les personnes qui souffrent de cette maladie. Qu'on puisse montrer, par exemple, lorsqu'on va inhumer quelqu'un, au Congo, on a 9 décès de coronavirus, Covid-19. Mais est-ce que dans notre culture, on doit aller jusqu'à montrer les sépultures des personnes, l'identification de ces personnes? Donc, il y a un débat qui se pose, il y a un débat éthique qui se pose. Et pour le cas du Congo, nous sommes en train de regarder. Nous pensons que traquer à travers des plateformes pour savoir que tel individu est atteint du coronavirus, du Covid-19, et que c'est un débat, mais qui n'est pas à l'ordre du jour. Je vais dire qu'il n'est pas à l'ordre du jour, parce qu'ici, il y a des considérations, on va dire, éthiques, mais aussi des considérations traditionnelles que nous devons prendre en compte. Donc, mais je peux vous assurer que lorsque nous avons travaillé avec les plateformes, les incubateurs, nous avons travaillé avec Cosela, par exemple, et Yecolab, qui nous ont proposé des applications qui pouvaient traquer les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Mais par rapport, évidemment, à quelques… La question, elle mérite d'abord d'être mûrie. Hein, Mamadou, parce qu'on ne peut pas se permettre, parce que nous avons une culture africaine. Vous savez, même le confinement aujourd'hui chez nous,
c'est vrai qu'avec l'accès aux médias internationaux, avec l'accès à Internet, les populations comprennent qu'il y a une maladie, il y a un virus qui est en train de se propager et qui agit de manière qui agit pour déstructurer la société. Mais il y a un travail qui doit se faire, il y a un travail de communication, d'éducation, de pédagogie. Bien sûr. Parce qu'il y a des populations qui se disent, mais oui, votre virus là, ça ne nous concerne pas. Ça concerne la Chine, ça concerne l'Amérique, mais nous, en Afrique, on ne connaît pas ça. Chez nous, il fait chaud, on se balade, on est habitué à s'embrasser, on est habitué à se faire des accolades. Donc, il y a un travail pédagogique et on ne peut pas se permettre, sans avoir en amont averti à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'écosystème, c'est-à-dire les parlementaires, la société civile et tous les autres acteurs, les partenaires, qu'on ne peut pas mettre en place une application qui permettrait, par exemple, de pouvoir détecter telle personne qui a contacté cette maladie. Voilà, donc c'est un problème d'abord d'éthique, et un problème d'éthique, on ne peut pas le prendre à la légère. Le chef de l'État, je peux vous l'assurer, va aujourd'hui faire une déclaration solennelle, parce que l'état d'urgence, normalement, dans notre pays, s'achève ce jour, c'est-à-dire le 30 avril. Le chef de l'État va prendre la parole à 20h pour donner l'orientation présidentialiste concernant les mesures que nous devons adopter. Mais nous pensons qu'il y a d'abord la distanciation sociale. Il y a le port, par exemple, du masque, mais je ne l'ai pas porté parce que je suis dans mon bureau. Il y a le fait qu'on ne peut plus se dire bonjour, de se laver les mains fréquemment avec des solutions hydroalcooliques. Et il y a le fait aussi de faire en sorte que les zones qui sont touchées par cette pandémie soient confinées. Et nous attendons la déclaration du chef de l'État à 20h. Mais ce que je peux dire, que concernant le tracking, c'est très difficile en Afrique d'exposer, y compris les malades. Bien sûr. En Afrique, on ne peut pas exposer les malades comme dans d'autres pays. Parce que dans d'autres pays, on expose quelqu'un qui est malade. Mais en Afrique, il y a des problèmes d'éthique. Il y a des réalités africaines. Il y a des réalités africaines. Tout à fait. On ne peut pas exposer les malades. On ne peut pas exposer un mort en Afrique. Merci beaucoup. Voilà, donc, mais bien sûr, mais on va échanger. Hein, même dans les médias occidentaux, lorsqu'on expose les personnes qui sont atteintes du Covid-19 dans les centres de santé, on prend le soin de brouiller leur visage, de ne pas montrer leur visage. Bon, là-bas, la perception, la liberté, mais en Afrique, on a ces problèmes d'éthique et on ne peut pas se permettre de mettre en place des applications sans tenir compte de ces paramètres. Merci pour ces précisions, M. Ibombo. Donc, on aura l'occasion de revenir vers toi. Je suis à votre disposition. Je suis là pour voir aussi les échanges. De l'autre côté, j'ai vu en Algérie, mon collègue de l'Algérie et du Mali. Je pense que le Mali et le Congo, on a plus ou moins la même culture au niveau éthique, surtout au niveau de la personne humaine. On aura l'occasion d'y revenir, parce que là, on avait abordé cette question la semaine dernière avec Smart Africa. Il joue ce rôle de trait d'union entre les différents pays et qui a lancé un concours d'innovation pour justement pouvoir faire bénéficier ça à toute l'Afrique, à tous les pays membres de l'Alliance Smart Africa. Et une autre question concernant donc, les portails nationaux de services publics qui ont été mis en place. Dans tous les pays, on a eu des portails nationaux qui ont été mis en place, qui ont du mal à émerger du fait de la réticence ou de la méconnaissance de certains. Est-ce que vous pensez que ces portails-là vont davantage rapprocher les citoyens de l'administration? Madame Kamisa Camara, je sais que vous êtes très sensible à ces questions liées à la mise en place de ces solutions. Tout à fait. Donc, nous avons, ça fait plusieurs mois qu'on y travaille, une sorte de portail national qui centralise un peu toutes les démarches administratives. Donc, nous sommes en train d'y travailler, d'y retravailler. Je pense que c'est important aussi d'avoir toutes les parties prenantes qui participent à l'élaboration de ce genre de portail. Et je pense que c'est quand même très, très attendu. Un aspect aussi que je voulais mentionner plus tôt, c'est que face à la crise sanitaire, puisque les startups, le numérique, tout est à l'avant au devant de la scène, on nous en demande de plus en plus. Je ne sais pas si mes collègues du numérique font face à ce même problème, c'est qu'on nous en demande de plus en plus. Moi, je reçois des messages privés, oui, mais telle personne a été enlevée
dans tel endroit, pourquoi est-ce que le numérique ne nous aide pas à le localiser, nous avons un problème d'inondation ici, vous devriez être en mesure de le faire, de le gérer. Nous avons des problèmes de carte d'identité, vous devriez être en mesure de le gérer. Donc, on se rend compte que les attentes sont énormes et on a l'impression que le numérique, c'est vraiment la baguette magique qui peut tout régler. Et les moyens qui sont mis à notre disposition pour faire du numérique ne sont pas nécessairement aussi importants que les attentes. On voit les attentes à travers les questions qui défilent. Il y a énormément de questions qui vous concernent. Ah oui, non, mais je les vois. Hein, je vois toutes les questions. D'ailleurs, je m'adresse à toutes ces personnes qui m'envoient des messages. Je lis toutes les questions. Je me dis, bon, nous ne sommes pas des magiciens, même si nous pouvons régler à travers le numérique de nombreux problèmes, de nombreux défis. Il y a des moyens qui doivent être mis à notre disposition. Et comme le disait le collègue du Congo, le travail de communication est énorme. Donc, c'est vraiment du petit à petit que nous sommes en train de faire et de sillonner. Donc, pour revenir à la question du portail, nous sommes en train d'y travailler. Nous avons d'ailleurs un produit qui est presque prêt. Mais la question qui revient souvent, c'est oui, mais lorsque vous créez ce genre de portail, vous ne vous adressez qu'aux personnes plutôt nantis qui ont une connexion Internet, qui savent lire, qui savent écrire. Et ces personnes-là qui n'ont pas cette connexion-là, qui ne savent pas lire et qui n'ont pas accès à Internet. Bon, il y a des solutions qui peuvent être mises en place, notamment des numéros de téléphone, des messages qui peuvent passer par les téléphones, que ce soit des Android ou pas. Donc, il y a plusieurs solutions palliatives qui sont mises en place. Mais effectivement, encore une fois, je pense qu'on nous en demande beaucoup plus que ce dont nous sommes capables, avec les moyens qui sont mis à notre disposition. Il nous faudrait une armée de personnes qui travaillent dans le numérique pour venir à bout de tous ces défis et tous ces problèmes. Ça démontre tout l'espoir posé sur vos épaules et sur le secteur que vous portez. Exactement. Également, M. Yassine Walid de l'Algérie. Je sais qu'il y a un sujet que vous défendez énormément, c'est la mise en place de la Startup Nation, qui est un sujet que vous portez dans vos projets. Vous avez été nommé il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, compte tenu de cette pandémie, pour la mise en place de ce sujet? Donc, comme vous le savez, le sujet de la start-up occupe une place toute particulière au niveau de notre gouvernement. Hein. C'est un sujet qui est extrêmement important, qui est tellement important qu'un nouveau département ministériel a été créé et que je représente. Notre vision, c'est réellement de faire de l'Algérie une start-up nation. Donc, nous sommes en train de travailler sur un cadre réglementaire qui fera en sorte de promouvoir au maximum les startups algériennes. Nous sommes aussi en train de travailler sur les mécanismes de financement pour faire en sorte qu'elles soient plus adaptées aux startups. La pandémie de Covid-19, effectivement, donc, elle nous a pas mal retardé, hein, dans le sens où nous ne faisons pas exception. C'est une pandémie qui a changé donc notre méthode de travail. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous essayons d'avancer et nous nous sommes fixés des objectifs court terme. Nous pensons que la plupart des objectifs que nous nous sommes fixés pour cette année vont être atteints. Ça concerne donc le cadre réglementaire et donc toutes les facilités qui vont concerner donc la start-up, que ce soit d'un point de vue fiscal, parafiscal, accès au marché public, etc. Mais aussi dans la capacité en fait à répondre aux besoins en financement de ces startups-là. Et donc, je pense qu'aussi le Covid-19 a fait en sorte que le numérique, donc l'importance du numérique a pris vraiment tout son sens. Maintenant, le numérique n'est plus une option, c'est une nécessité. Le virage du numérique est un virage extrêmement important, qu'on pourrait même qualifier de civilisationnel. Donc, c'est vraiment une grande responsabilité qui repose un peu sur nos épaules. Au niveau de notre ministère, donc c'est un ministère qui a été nouvellement créé.
mais nous avons quand même nous sentons cette responsabilité qui est la nôtre et qui est de positionner l'Algérie. Nous donnons aussi une grande importance aux synergies que nous pouvons avoir avec nos pays voisins, avec l'Afrique. Je pense qu'il est extrêmement important donc qu'en Afrique, qu'on puisse, j'ai envie de dire, consommer africain quand il s'agit de numérique et d'innovation. Et voilà, donc c'était un peu pour répondre à mes deux confrères ministres. Et au niveau de notre ministère, donc vraiment pour un peu revenir à votre question, le Covid-19 n'a fait en fait que nous motiver encore plus à concrétiser les objectifs que nous nous sommes fixés. Très bien, très bien. Donc, si vous le voulez bien, donc on va passer à la deuxième partie de notre entretien avec une des parties qui est impactée, c'est la formation, c'est l'éducation. On verra que l'Afrique a déjà anticipé ce phénomène en mettant en place des universités virtuelles. Avant tout le monde, c'était pour répondre à un manque d'infrastructures. Donc, un certain nombre d'universités virtuelles ont été mises en place en Afrique de l'Ouest notamment et que ça commence à s'élargir un peu partout en Afrique. Et également, tout ce qui est formation à distance. Dans un premier temps, c'était pour pallier au manque d'infrastructures parce que l'Afrique n'a pas les moyens de faire face à la croissance de sa population pour donner de l'éducation à tout le monde. Et pour faire face à cela, donc, des universités virtuelles ont été développées. D'un retour d'expérience de M. Amadou Diawara, qui est le CEO de l'Université virtuelle du Mali, avant de passer la parole à M. Moussalo, qui est le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal. Là, c'est pour la partie virtuelle de l'Afrique et comment on a pu mettre ça en place. Est-ce qu'on peut avoir M. Amadou Diawara pour un retour d'expérience sur ce qui a été fait au Mali en termes d'université virtuelle? Oui, M. Diawara. Bon, bonjour tout le monde, Madame Kamissa Kamara. Et bonjour aussi à mon grand frère Kassem Aïd, que je salue depuis l'Algérie, mais aussi à Douglas, à Achille, à tous ces beaux mondes-là. Mais ce qui est bien, je voudrais lancer aussi un grand bonjour aussi, surtout au coordinateur de l'UVS, qui aujourd'hui, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est monsieur Diawara? Oui, tout à fait. D'accord, on ne vous voit pas pour l'instant. Oui, là, ça va. Très bien, allez-y. Ça va? Bon, non, c'est juste des bonjours pour les différents ministres, notamment celui du Mali, mais aussi saluer surtout le coordinateur de l'UVS, avec qui nous savons que ça a été difficile ô combien de faire comprendre à nos pays, surtout moi personnellement, le Sénégal, ça va faire depuis 2016 qu'ils sont déjà avancés sur ça. Le Covid-19 est venu trouver qu'ils ont eu l'intelligence d'aller sur cela. Mais c'est vrai qu'au niveau du Mali, même de l'Afrique en général, la formation aujourd'hui, il faut savoir qu'en fait, le Covid-19, moi, je le prends comme un mal nécessaire, en fait. Vous savez, nous avons raté en Afrique la révolution industrielle. Mais cette révolution numérique, nous ne pouvons pas nous permettre de la louper. Et je crois que le Covid-19, il faudra le voir sous différents angles. Moi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur du numérique, en tant que chef d'entreprise, mais surtout en tant que responsable d'un centre d'innovation, de recherche technologique et d'industrie créative, je me dis, dans chaque crise, il y a des opportunités. Il faut savoir les saisir. Et pour cela, aujourd'hui, le numérique vient de démontrer, et je pense que l'IVS et même Douglas de 10 000 codeurs et tous ceux qui interviennent dans le domaine numérique conviendraient avec moi qu'aujourd'hui, sans doute, le numérique, après la médecine, c'est le secteur le plus sollicité, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que quelle qu'en soit la solution que nous allons préconiser aujourd'hui, nous allons parler, nous allons utiliser le numérique. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, en tant que centre d'innovation de recherche technologique et d'industrie créative, avec 200 personnes au Mali et présents sur l'Afrique et partout, on s'est dit qu'il était de notre devoir de soutenir notre pays, puisqu'il n'y en avait pas d'université virtuelle au Mali, d'en offrir un. Mais nous avons compris aussi, et heureusement que quand la crise est venue, on a eu toute l'intelligence du département de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale et de la recherche scientifique, et nous avons associé aux différentes réunions avec les différents ministères, notamment celui-là de l'économie numérique, de la prospective, aussi de la communication et autres. Je crois qu'en fait, on n'avait pas tort et on avait aussi eu la chance d'être accompagnés par nos aînés de l'IVS et puis de l'IVCI, mais aussi des grandes universités françaises qui nous ont accompagnés dans ce projet, et de mettre une université virtuelle à caractère social. En fait, c'est pour dire qu'aujourd'hui, en fait, j'adore un peu l'ambiance actuelle sur l'écosystème entrepreneurial, mais numérique.
mais parce qu'il y a autour de ça, et ça devient un phénomène de mode en fait, parce qu'en fait, certains acteurs comme Douglas ou US, Je pense, M. Diawara, il y a du bruit autour de vous, non? non, même pas. Non? D'accord. Et En fait, je disais qu'en fait, il va falloir qu'on essaie de revoir un peu après le Covid-19, qu'est-ce qu'on va faire? Son Excellence, elle a souligné tout à l'heure vis-à-vis du Covid, et c'est bien le cas qu'il y a ce genre de contexte. je vais couper le micro, vous allez remettre le micro après. Le rapport d'activité. Non, c'est le micro d'Aminata. Aminata, on vous invite à arrêter votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Diawara, remettez le micro. Vous remettez votre micro, s'il vous plaît. C'est parfait. Donc, je disais en fait, pour aller rapidement, je pense qu'aujourd'hui, l'enseignement, aujourd'hui, la formation vient de montrer que le numérique, aujourd'hui, fait des miracles. Et comme moi, je l'ai toujours rappelé, c'est que le numérique, c'est la nouvelle ressource qu'on a en Afrique. En fait, en réalité, le numérique, ça doit être considéré comme le pétrole, comme tout ce qu'on peut avoir comme ressource. Le numérique va au-delà de cela. Déjà, ça nous permet de réunir aujourd'hui, en cette période de confinement, tous ces beaux mondes-là à échanger ensemble à des milliers de kilomètres. Ça veut dire que c'est le numérique qui peut rapprocher les gens. Mais il faudra l'utiliser de façon intelligente. Aujourd'hui, nous avons compris, nous, dans notre domaine, au-delà des différentes solutions, je pense que nous avons mis plus de 100 à 200 solutions de télétravail gratuitement pour 2 mois pour toutes les sociétés PME maliennes, parce que nous ne sommes pas une administration, nous sommes privés. Donc, nous soutenons les PME et nous avons mis pour toutes les structures, d'ailleurs, pas mal l'utilisent là-dessus, mais aussi pour l'Afrique de façon générale. Mais au-delà de ça, nous avons mis beaucoup plus l'accent sur l'éducation. Au-delà de l'université virtuelle, nous avons compris qu'il fallait commencer depuis le préscolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons mis à la disposition de notre pays du préscolaire jusqu'au master la possibilité d'étudier sur des plateformes de contenu avec des ressources. Et évidemment, c'est vrai que nos pays sont souvent rattachés sur des contenus pédagogiques de façon nationale. Nous avons tenu compte de cela. Mais nous avons fait comprendre aussi à l'administration et aussi à tout ce monde pédagogique que c'est vrai que des préscolaires jusqu'en terminale, il faut utiliser le contenu national. Mais aujourd'hui, on parle d'universalité. On parle de mondialisation, de globalisation. Mais en fait, tout simplement, l'enseignement est universel aujourd'hui. Donc, en termes universitaires, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des partenaires comme IVCI qui nous accompagnent, qui nous conseillent, mais qui ont beaucoup d'expérience. Mais comme IVT à Tunis, qui depuis 2003, ils existent déjà, mais comme le groupe INSA ou HEC Paris, qui aujourd'hui nous accompagne à travers ONEJ, la Fondation Unite et Jacques Donc. Mais aussi, on a Douglas aussi avec les 10 000 codeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a le Covid-19. Déjà, le système n'apportait pas grand-chose. Et alors, dire encore qu'on va rester sur du contenu qui est produit localement. Aujourd'hui, il faut aller de façon universelle. Mais nous avons… Donc, si je comprends bien, le Covid vient renforcer aujourd'hui la certitude que l'université virtuelle est une réalité et quelque chose qu'il faut intégrer dans le système éducatif dans nos pays. Absolument. Je pense que le lendemain, dès lors que les premiers symptômes sont apparus au Mali, nous avons été contactés par les autorités compétentes pour cela. Et ce qui me met un peu plus à l'aise, je me dis, malgré la crise aujourd'hui, à tous les niveaux, hein, je pense que tous les ministres du Mali, pas que le département de l'économie numérique ou de l'enseignement supérieur, mais à tous les niveaux, et tout le monde s'active autour de l'action gouvernementale. C'est bien. C'est vrai que nous, aujourd'hui, contrairement à IVCI ou IVS, nous sommes là dans un cadre aujourd'hui RSE, responsabilité sociétale. C'est-à-dire que nous apportons ces solutions au-delà de l'université virtuelle, le lycée virtuel et la petite école virtuelle, le collège, mais c'est plus de 200 solutions que nous avons apportées à notre pays, mais à tous les continents. Et aujourd'hui, c'est combien d'étudiants que vous accueillez dans l'université virtuelle du Mali? Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avoisinons les 3000 et de partout en Afrique. Nous avons un modèle économique qui est beaucoup plus souple. Et je pense que le doyen de l'UVS, il va me corriger si je me trompe. Nous sommes quasi gratuits, en fait. C'est financé par mon groupe aujourd'hui. Mon groupe aujourd'hui, c'est quand même, je pense qu'il y a le grand frère Kassem de la Chambre de commerce et d'industrie d'Algérie qui nous a visité un peu récemment lors de son passage au Mali. Nous sommes un groupe aujourd'hui qui œuvre que dans la recherche et dans l'innovation technologique. Et nous avons la chance d'être présents en France, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Rwanda, à Chine, que je vois, que je salue au passage. Nous venons pendant cette période, d'ailleurs, on vient d'acheter on vient d'être présents au Rwanda que pendant cette période de Covid-19. Pour dire qu'en fait, le numérique fait des miracles.
On a réussi à signer des contrats depuis le Canada, mais depuis le Rwanda, mais aussi à avoir une présence physique avec une directrice et une vice-présidente sur le Rwanda, mais à travers le numérique, concrétiser et commencer à travailler au Rwanda depuis ça. Et c'est pourquoi je salue toute l'intelligence de ce pays, le Rwanda, qui aujourd'hui est une référence à saluer en Afrique. Mais aussi, c'est de dire que nous, aujourd'hui, on n'est pas que Maliens, en fait. On est Africains, on est citoyens du monde aujourd'hui. Et c'est le groupe que j'ai la chance de diriger. Et c'est de dire que ce n'est pas que le Mali, mais j'en ai senti un peu de besoin au niveau de mes frères du Congo, qu'on peut les accompagner avec ces solutions, qu'on peut mettre ces solutions gratuitement, qui peuvent les utiliser pendant une bonne période. Et après, si cela les intéresse, on verra évidemment. Bien sûr qu'il va falloir à un moment donné faire du business. Mais que ce soit au niveau du Mali, notre soutien, je pense que son excellence, on a toujours soutenu le département et on continuera à le soutenir aussi. Si le Mali a besoin de nous, on sera là pour accompagner notre pays. Mais avant tout, cette crise, elle est mondiale, donc on est africain avant tout, plutôt que ce soit malien. Donc, je salue la belle initiative que vous avez à faire. Mais aujourd'hui, le Covid-19 vient de montrer, on a eu la semaine dernière le ministre de l'Enseignement supérieur qui était venu dans nos locaux pour nous féliciter, nous encourager pour le travail que nous sommes en train de faire. Ce matin encore, on a eu une forte délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale. Donc, pour dire à quel point mes nuits sont courtes avec le couvre-feu. Des fois, il m'arrive de dormir au bureau. Mais j'espère que son Excellence trouvera le moyen de m'envoyer une sécurité. Le message est passé, M. Diawara. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience du Mali. Donc, je me retourne du côté de Moussalo, qui est le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, qui fait office un peu d'ancêtre dans ce domaine. Je pense qu'ils ont été parmi les premiers à avoir mis en place ces solutions d'université virtuelle. Monsieur Lo, comment aujourd'hui l'université virtuelle fait face à cette situation sanitaire? Oui, merci Mohamedou. Bonjour à tous. Voilà, donc l'université virtuelle du Sénégal, comme vous l'avez dit, elle existe depuis 2013. Avec la crise sanitaire, donc comme vous le savez, le Sénégal a fermé ses universités, en fait, en suspendant les enseignements depuis le 16 mars. Et donc, pour l'université virtuelle du Sénégal, les cours continuent parce que les plateformes de formation sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, nos étudiants continuent à accéder aux plateformes de formation. Les tuteurs continuent à assurer l'encadrement des étudiants en ligne. La seule difficulté qu'on a, c'est évidemment les examens terminaux qui se font en présentiel. Parce que même si le contrôle continue, donc l'évaluation formative se fait en ligne, l'évaluation sommative, donc les examens terminaux se font en présentiel dans les espaces numériques ouverts, qui sont des bâtiments équipés et qui sont des terminaisons physiques de l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a une difficulté, mais sinon, au niveau des plateformes, il n'y a pas de difficulté. Sur notre plan, nous sommes effectivement aussi très interpellés par nos partenaires pour accompagner un certain nombre de structures pour dépasser la situation, donc pour trouver des alternatives un peu à la situation liée à la pandémie. C'est comme ça que aujourd'hui, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale qui a initié un projet appelé Apprendre à la maison et qui a abouti à la création d'une télé éducative, Canal Éducation, qui émet sur la TNT. Et donc, nos équipes sont engagées dans ce projet-là pour travailler sur surtout la production des vidéos de cours, parce que nous avons une expertise là-dedans et nous avons aussi un studio multimédia qui permet vraiment de développer des capsules vidéo de qualité. Très bien. Aujourd'hui, l'UVS, c'est combien d'étudiants? Quels sont les domaines de formation dans lesquels vous intervenez? L'UVS, c'est 35 000 étudiants actuellement, répartis dans 3 pôles de formation. Il y a un pôle en lettres, sciences humaines, de l'éducation, qui comporte un volet sociologie, anglais, mais aussi tout ce qui est technologie éducative. Un pôle en sciences économiques, juridiques et de l'administration, qui comporte des formations en administration économique et sociale, en administration des territoires, mais aussi en Legal Tech, et un pôle en sciences, technologies et numériques, qui comporte des formations en communication digitale, en art graphique et numérique, mais aussi en multimédia et
plus récemment en intelligence artificielle, en big data, etc. Très bien, très bien. Donc, vous êtes à la pointe des technologies. Donc, si je comprends bien, vous avez, en termes de capacité, vous avez dépassé en nombre présentiel l'université Cheikh Anta Diop. Non, on n'a pas encore dépassé l'université Cheikh Anta Diop parce que l'université Cheikh Anta Diop, c'est 80 000 étudiants. Wow. Nous sommes à 35 000, mais nous avons quand même dépassé l'université Gaston Berger qui est à 15 000. Les 3 autres universités publiques, Ziguinchor, Thiès et Bambey, qui font à peu près 15 000 aussi au total, les 3. Très bien. Voilà. Très bien. Merci en tout cas pour ce retour d'expérience, Monsieur Lo. Une question, donc je me retourne du côté de Alexis John Ivy, donc directeur HEC Paris pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour lui poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui le digital est une chance pour la formation, pour l'éducation? Si vous pouvez activer votre micro. Monsieur Alexis Aïssi. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Merci Mohamed pour cette initiative. Et merci encore à tous mes prédécesseurs qui ont intervenu. Brillante présentation et intervention. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette crise offre vraiment de multiples opportunités pour le secteur du digital. Et ça se voit et ça s'entend dans tout ce qui a été dit. Pour notre cas, chez HEC Paris, il faut dire que c'est comme partout, c'est un défi mondial qui a été effectivement vécu avec la première priorité qui est celle de la prise en charge de la santé de notre communauté. Donc, ça a été, donc il faut noter que nous sommes d'abord une école avec un focus en présentiel, donc des formations en présentiel, même si nous avons quelques formations online. Pour revenir au digital, oui, je vous dis que c'est clairement une opportunité par les temps qui courent parce que ça fait plus de 15 ans que l'enseignement supérieur, de façon générale, essaye plusieurs initiatives de dématérialisation numérique des cours. Et je dois vous avouer qu'en 3 semaines, il y a eu, la crise a réellement en fait accéléré toute cette dématérialisation du numérique, accélérer cette digitalisation. Généralement, c'est des projets. Alors, quand on a des programmes en présentiel qu'il faut transformer en programme en online, il faut mettre en place un responsable de projet, il faut mettre en place des équipes de projet avec les enseignants, avec le corps, avec les DSI, donc les équipes du système informatique, du système d'information. Et généralement, c'est des projets qui prennent 2 à 3 ans. Ce qui a été vraiment extraordinaire, c'est qu'en 3 semaines, on a été capable de passer de ce qu'on avait du mal à faire depuis 3 ans à le faire en 3 semaines. Donc, quasiment chez HEC Paris, pour en revenir précisément, on a plus de 150 cours en ligne qu'on fait tous les jours. Donc, clairement, tout le campus est passé en ligne. Donc, tous les programmes diplômants, donc tous les étudiants suivent les cours en ligne depuis bientôt 3 semaines. Les cours se font en journée, donc c'est full-time. Donc, les étudiants suivent les cours depuis chez eux, donc depuis l'Argentine, depuis le Mexique, depuis l'Inde, depuis la France, depuis l'Afrique. Et donc, déjà, je pense que c'est à saluer vraiment. Il faut vraiment ce genre de crise pour pouvoir accélérer effectivement cette digitalisation, d'une part. Pour ce qu'il en est également des cours pour les exécutifs, donc des cours qu'on fait en part-time, eh bien, la plupart de ces cours également sont passés en mode online. Donc, ou naturellement, sur les exécutifs, on peut noter quelques réticences au départ parce qu'on se dit, bon, les exécutifs ont tendance toujours à penser que les cours en ligne, c'est pour les juniors et qui sont réticents. Mais aujourd'hui, au-delà de l'opportunité que le digital offre, c'est un véritable challenge, j'allais dire, pour même les professeurs, parce que l'enseignant n'est plus seulement juste un livreur de contenu. L'enseignant n'est plus seulement un fournisseur de contenu, mais c'est véritablement un facilitateur, un coach qui est obligé d'interagir activement avec chaque participant. Donc, ce qui fait que l'interaction est beaucoup plus mise en jeu. Les premières réticences étaient dues simplement parce que les gens pensaient aux cours online qu'on a vécu depuis 10 ans, en fait, dans l'enseignement supérieur, où c'était des vidéos. Aujourd'hui, c'est des outils comme ceux que vous utilisez actuellement, donc Zoom, celui sur lequel on est, où effectivement, on a des petits groupes, on a des travaux de groupe, on a des travaux en plénière. Et donc, effectivement, l'enseignant a la possibilité de réadapter totalement son cours et d'être au plus près de l'attente de l'étudiant, et ce qui apporte beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc, je confirme effectivement que c'est une chance, une opportunité pour l'enseignement supérieur en général et l'enseignement tout court. Très bien.
Merci, monsieur Alexis John Aïe, donc je rappelle qui est directeur de HEC Paris pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Douglas, qui intervient également dans le domaine de l'éducation depuis plusieurs années, il s'active avec 10 000 codeurs à former 10 000 codeurs, donc c'est un objectif noble que le grand frère bienveillant essaie d'inculquer à cette jeunesse africaine en leur apportant des outils, des bases liées à la formation dans le digital. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des métiers de demain. Comment 10 000 codeurs apportent des réponses à cette jeunesse soif de formation et de sens dans ce qu'ils font? Douglas. Merci Mamadou de me passer la parole. Je voudrais tout d'abord remercier les intervenants pour leurs différentes interventions, saluer les autorités qui sont avec nous dans cet événement et te remercier, et toi, grand frère Mamadou, pour cette belle tribune et cette initiative qui, comme tu le constates, ravit tous ceux qui sont dans cette salle. Nous sommes dans cette salle pour vivre un moment privilégié. En ce qui me concerne, j'ai été attiré par l'exemple qu'a donné Madame la ministre. D'accord ? Elle a parlé d'un exemple, d'une solution proposée par Donilab, le capteur, vous vous rappelez, le robinet à capteur. Et en fait, pour donner, je vais vous proposer 5 exemples de métiers qui me paraissent intéressants. Et je constate que dans l'assistance, il y a aussi différentes personnes, dont des jeunes. Je voudrais, à travers l'exemple de ce robinet capteur, vous parler de 5 métiers. 5 métiers qui me paraissent aujourd'hui d'actualité et sur lesquels je vous souhaiterais que et l'UVS et l'UVM et d'autres universités, comme l'Université de Tunisie, puissent s'imprégner pour la suite. Le premier métier dont je voudrais parler, c'est un métier qui est lié à l'expérience utilisateur. Vous savez, nous autres, dans la tech, on parle souvent tech, mais on parle souvent tech et souvent on parle tech pour tech. Or, il faut qu'on apprenne à parler tech pour répondre à des besoins réels. Le premier métier dont je voudrais parler, c'est le métier de l'expérience utilisateur, UX. Je voudrais projeter un écran, d'accord, hop, ici, et vous parler en fait de certains métiers, mais en même temps que je vous parle de ces métiers, je voudrais aussi vous parler de grands frères, d'experts, des personnes qui sont dans le réseau d'experts 10 000 codeurs et qui ont décidé de se rendre accessibles à la jeunesse du continent pour lui expliquer ce que sont ces métiers et pour les accompagner vers ces métiers. C'est là la valeur ajoutée en fait de 10 000 codeurs. Nous avons un réseau d'experts bienveillants qui sont des experts dans leur domaine, mais qui ont décidé d'accompagner la jeunesse et de tendre la main pour que cette jeunesse justement aille vers l'excellence. Le robinet à capteur. Il faut d'abord une expérience utilisateur. Il faut proposer un produit qui réponde à un besoin. Je considère qu'en Afrique, aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'icônes ou des émoticônes, où le patrimoine culturel n'est pas assez mis en valeur sur la partie numérique dans les applications qu'on peut créer. Il manque des experts en expérience utilisateur. C'est le premier métier que je voudrais mettre en évidence. Et nous avons, chez 10 000 codeurs, un expert comme Najib Bouchiba, qui gère notre communauté d'experts en expérience utilisateur. Donc, s'il y en a d'autres, s'il y en a qui nous écoutent, rejoignez notre réseau pour qu'on puisse accompagner la jeunesse vers ce métier. Deuxième métier, c'est le métier de chef de produit. Il y a bien fallu quelqu'un qui soit entre le besoin du robinet capteur et puis les équipes techniques qui ont créé techniquement ce produit. Donc, il faut des chefs de produit. L'Afrique manque de chefs de produit. Les développeurs, voyez-vous, s'improvisent chefs de produit, mais ce ne sont pas des chefs de produit. Il faut des personnes qui sont capables de comprendre le besoin et de faire le lien entre les utilisateurs finaux et les développeurs. Donc, je me suis permis, puisque moi je suis d'origine technique, mais je comprends qu'il faut des personnes qui ne sont pas techniques. Et j'insiste d'abord par ces profils. Et dans les 10 000 profils que nous souhaitons réaliser initialement sur le continent, mais désormais, figurez-vous, c'est 10 000 par pays, nous pensons qu'il faut au minimum 10% de profils dans l'expérience utilisateur et dans la chef de produit. Donc, voilà 2 métiers. Ben, il faut aussi tester. Là encore, nous sommes dans un métier qui est extrêmement recherché par le monde, le test. J'invite les personnes qui nous écoutent à s'intéresser au métier du test. J'invite la jeunesse à s'intéresser au métier du test. J'invite les 8 millions de jeunes qui sortent chaque année du système scolaire de l'enseignement supérieur
et qui sont au chômage ou dans le sous-emploi à s'intéresser au métier du test logiciel. Voyez-vous, vous avez ici, une fois de plus, une experte. Elle s'appelle Estelle. Elle vit aujourd'hui à Lille. Je crois qu'elle est d'ailleurs dans la salle avec nous. Estelle est spécialisée en test. Elle a 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, elle aimerait bien pouvoir mettre ses compétences au service de la jeunesse. Premier métier, expérience utilisateur. Deuxième métier, chef de produit. Ici, nous sommes au troisième métier, le test. Et puis, il y a bien sûr ceux qui ont créé le robinet à capteur au niveau technique, ceux qui ont mis en place la technicité. Il y a le métier de développeur qui est un métier extrêmement recherché aujourd'hui. Comme tu le sais, Mohamedou, sur la phase pilote de Dimicoder entre 2016 et 2018, nous avons accompagné 255 profils au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun sur ce métier. Vous avez ici aussi un expert en développement, il s'appelle Daniel, il est basé au Cameroun, et lui aussi, comme la totalité des experts du réseau Dimicoder, veulent être un trait d'union entre la jeunesse et l'industrie mondiale du numérique. Pourquoi pas en collaboration avec des experts en business, de nos amis de HEC, hein, avec lesquels on peut faire un partenariat, pour que cette jeunesse aussi puisse répondre à des besoins réels. Et vous avez ici, là c'est un clin d'œil à monsieur le ministre du numérique du Congo, puisque vous avez ici au centre de cet écran Yann Banvi, qui est aussi dans la salle actuellement, qu'on pourra faire témoigner peut-être, si tu le permets, Mohamedou, qui est un Congolais que j'ai personnellement rencontré il y a 7 ans à Brazzaville, qui a été accompagné dans la phase pré-Dimicoder, puisqu'avant que Dimicoder s'appelle Dimicoder, il y a d'abord la société donc Obgis que je dirige et qui a voulu développer en Afrique, mais en accompagnant ce développement commercial, a voulu aussi faire un impact social. Et donc Yann, qui avait son bac en poche il y a 7 ans, il a suivi un cursus en cours du soir et aujourd'hui c'est un des meilleurs développeurs mobiles du Congo-Brazzaville. Il n'y a pas deux comme lui. Et il est identifié, il est respecté à Brazzaville sur ce secteur. Et vous voyez ici, ce qui est merveilleux, c'est qu'il partage aussi son savoir. Alors, je reviens à mon robinet capteur. Les personnes qui ont créé ce robinet capteur, il va falloir qu'elles fassent connaître ce produit. Et donc, il va falloir aussi une stratégie, éventuellement, elles vont envisager de le vendre, de le développer, puisque c'est un robinet capteur, il rend un service, il est valorisé par Madame la Ministre. Alors, vous vous rendez compte, en plus, le potentiel en termes de notoriété. Mais maintenant, il va falloir le vendre, il va falloir faire du business sur ce produit. Et donc, là, j'introduis les métiers du marketing digital. Voilà, un autre métier extrêmement utile. Je le recommande bien sûr à la jeunesse. Marketing digital, donc Nour Bouaklin, qui est une star au niveau du continent sur le marketing digital. Elle est parfaitement connue, elle est tunisienne, elle fait partie du réseau d'experts Dimicoder et elle a envie de partager son savoir-faire dans ce métier à la jeunesse africaine. Voilà un petit peu, grand frère Mohamedou, quelques métiers, j'en ai pris 5, sur un exemple qui a été identifié par Madame la Ministre, l'exemple du robinet. Très bien. Merci beaucoup Douglas pour cette brillante analyse et de synthèse de ce qui a été dit par Madame la Ministre sur les métiers de demain, qui sont déjà opérationnels dans certains pays grâce au Covid. Merci à tous nos 4 intervenants, M. Amadou Diawara de l'Université du Mali, M. Moussalo, coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, M. Alexis John Aïe, donc HEC Paris pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et Douglas qui vient de nous faire une brillante analyse sur la nécessité de faire converger toutes ces connaissances, toutes ces plateformes. Peut-être une dernière tour de table, Monsieur le ministre et Madame la ministre Kamisa Kamara, quelle est l'analyse que vous faites par rapport à ce qui a été dit par nos brillants intervenants des universités virtuelles de HEC et de Douglas Muyando? Douglas, si tu peux juste enlever le partage d'écran, de façon à ce qu'on donne la parole à Madame la ministre Kamisa Kamara pour un commentaire. Voilà. Merci. Madame Kamisa Kamara, s'il est encore là. Ah. Madame la ministre? Non, il n'est pas là. Monsieur Yassine Walid, un commentaire? Si vous pouvez activer votre micro, Monsieur Yassine Walid. Vous m'entendez? Voilà, on vous entend. Un petit commentaire par rapport à ce qui a été dit? Je tenais déjà à féliciter tout le monde pour ces belles initiatives.
Je pense que cela est vraiment le futur de l'université de manière générale. Le monde après le corona ne sera plus le même et la place de e-learning et des universités virtuelles n'en sera que renforcée. Donc, je pense qu'on est réellement en train d'assister à une mue en fait de la formation de manière générale qui sera peut-être accélérée par cette épidémie de coronavirus. Ce qui a été dit est extrêmement important parce que nous voyons déjà, je pense, à une fenêtre de ce que sera la formation en Afrique et ce, dans un futur très proche. Très bien. Merci beaucoup. Je vois que Madame Camara n'est toujours pas là. Est-ce que Monsieur Ibombo est là pour rebondir ce qui a été dit par Monsieur Yassine Walid? Apparemment non. Donc je me tourne en attendant de pouvoir connecter Monsieur Ibombo et Madame Kamisa Camara du côté de Camille qui est journaliste chez CIU Mag, qui a répertorié un certain nombre de questions. Pourra peut-être nous faire une petite synthèse de ce qui a été dit comme question par rapport à nos participants. Camille? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonjour. Super. Merci Mohamed. Alors, bonjour à tous. On avait pas mal de questions pour les trois ministres, mais je crois que deux d'entre eux sont partis. Donc, on va s'adresser à Monsieur Walid pour commencer. On avait beaucoup de questions des internautes sur les startups et notamment comment pérenniser tous les projets qui ont été proposés pendant le Covid. Qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que l'État peut mettre en place pour aider ces startups à être pérennes dans le temps? Excellent. Donc, comme je vous ai dit, l'importance du sujet des startups, c'est vraiment un sujet primordial en fait pour tout gouvernement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un nouveau département ministériel que je représente a été créé. Donc, vous avez d'un côté donc, des startups qui ont proposé de manière bénévole des solutions pour aider le gouvernement à lutter contre le coronavirus. Ces solutions ont été présentées aux différents ministères concernés, au niveau du ministère de la Santé, mais pas que. Même. On a aussi vu des solutions qui ont été déployées au niveau du ministère, le ministère du Commerce, etc. Nous avons aussi accompagné différents, comme je l'ai dit auparavant, différentes initiatives lancées par des incubateurs ou par des startups algériennes. Donc, j'ai cité quelques exemples. Vous avez Corona Hackathon, qui est un hackathon qui nous a permis en fait, de répertorier un certain nombre de solutions qui ont été développées dans le cadre du coronavirus. On a aussi d'autres incubateurs qui ont fait participer un peu leur start-up dans cette lutte contre le coronavirus. Ce qui a été fait pour le moment, c'est que nous avons, le ministère a servi un peu de pont entre ces différentes startups et les différents ministères concernés. Ce que nous ferons après le coronavirus, c'est le programme que nous nous sommes fixés dès le début, qui est de faire de l'Algérie une véritable startup nation. Et ce, donc en ayant un cadre réglementaire qui soit extrêmement propice à leur donc promotion. Ce que nous promettons aussi à ces startups qui se sont montrées d'un engagement exemplaire durant cette épidémie de coronavirus, c'est que d'un côté, donc le cadre un peu fiscal, etc., sera plus avantageux par rapport aux startups, mais pas que. Hein, vous avez aussi la place importante que représente la commande publique pour les startups qui est complètement en train d'être remise en question, et ce, même avant le Covid-19. Nous voyons un peu la startup et de manière générale l'économie de la connaissance comme la pierre angulaire de la nouvelle économie que nous essayons donc de construire. Il faut savoir que c'est un nouveau gouvernement, c'est un nouveau ministère, donc c'est de nouvelles, comment dire, c'est de nouveaux défis. Mais je pense que depuis qu'on est là, on a quand même fait donc un travail qui est très important, qui est celui de nous rapprocher un maximum de ces acteurs donc du numérique en Algérie et des startups de manière générale. Et voilà, donc je pense qu'à terme,
de cette épidémie, nous ne sortirons que plus fort. Et un autre internaute nous demandait comment faire pour inclure la diaspora dans ce développement de la Startup Nation et dans le développement des startups. Déjà, en écoutant la diaspora, j'ai cru comprendre qu'il y a des membres de la CACI France, qui est maintenant la CACI Europe donc les participants. Nous sommes en contact quasi constant avec la diaspora algérienne. Il y a beaucoup d'Algériens qui se sont lancés dans des carrières entrepreneuriales en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Nous souhaitons que ces Algériens-là puissent nous faire déjà profiter de leur expérience dans leurs domaines respectifs, mais aussi de leur permettre d'investir et d'entreprendre en Algérie. Donc déjà, première mission que nous nous sommes fixés, c'est d'être en contact permanent avec la diaspora. Il faut savoir que nous, en tant que ministère chargé des startups, nous le faisons de manière quasi quotidienne, mais nous avons même un département ministériel qui a été créé et qui est dédié à la diaspora. Donc pour vous dire, juste pour vous donner un peu une idée sur l'importance du sujet pour nous. Nous considérons que la diaspora algérienne est une véritable richesse pour nous. C'est des gens, c'est des personnes qui sont extrêmement dévouées pour l'intérêt de l'Algérie. Et voilà, donc ça c'est vraiment pour résumer un peu les actions que nous faisons actuellement avec la diaspora. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir apporté ces précisions. Peut-être un mot de fin pour peut-être quels sont les enseignements qu'on va tirer de cette crise sanitaire qui secoue le monde en tant que ministre en charge des startups. Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de cette crise? Déjà, je pense que le plus important maintenant, c'est qu'on se dise que le numérique, aujourd'hui, ce n'est plus une option. Maintenant, c'est une nécessité. Le passage au numérique, le virage du numérique, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça l'était avant le coronavirus, ça va l'être encore plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie numérique représente 30% de la croissance économique mondiale. C'est dire l'importance un peu du sujet. Comme l'avait dit l'un des participants, l'Afrique a peut-être raté le virage de la révolution industrielle. Nous avons un nouveau virage historique à ne pas rater, qui est celui du numérique. Je pense que le coronavirus ne fait que consolider cette idée-là. Et je pense aussi qu'il serait temps qu'on puisse créer des synergies entre pays africains, justement pour le bien du numérique et du développement des nouvelles technologies en Afrique. En dernier lieu, à vous remercier, à vous féliciter pour cette belle initiative. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre question. Ça va être le mot de la fin, Monsieur Yassine Walid. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir joué le jeu jusqu'à la fin en acceptant de commenter les propos et les commentaires de nos intervenants. Merci également à Madame Kamisa Kamara, ministre de l'économie numérique et de la prospective du Mali. Merci à Monsieur Léon Juste Libombo, ministre de l'économie numérique du Congo. Et également à nos partenaires, les universités virtuelles du Mali, du Sénégal, et M. John Aïvé de HEC Paris pour l'Afrique, et M. Douglas Biandou. Donc, nous avons été plusieurs centaines à suivre cet échange hebdomadaire qui va revenir la semaine prochaine. J'espère également avec vous, M. le ministre, puisqu'on projette de faire un spécial Maghreb avec vos homologues, vos voisins du Maghreb, de la Tunisie et de l'Algérie. Je réserve que ça puisse se tenir. Donc, on espère vous avoir la semaine prochaine pour encore débattre sur les problématiques liées au Maghreb et des problématiques qui peuvent être interconnectées entre ces différents pays-là. Merci à tous d'avoir participé à cette troisième édition de cette conférence et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets et d'autres intervenants. Bonne soirée, à bientôt, au revoir.